Merci beaucoup Pierre. Je remercie maintenant l'ensemble des organisateurs. Je remercie Marion d'avoir accepté justement d'animer ce sympo centré effectivement sur les traitements anti-inflammatoires dans la dépression, notamment la dépression résistante. Mais alors voici mes liens d'intérêt. En fait, derrière cette question, il faut quand même répondre rapidement à deux autres questions. Parce qu'avant de parler des traitements anti-inflammatoires justement dans le champ de la dépression résistante, se pose quand même d'abord, est-ce que la dépression est associée à un état d'inflammation? Et d'autre part, est-ce que l'inflammation participe potentiellement à la résistance thérapeutique? On va d'abord commencer par répondre brièvement justement à ces deux questions. Vous voyez, une étude assez ancienne, puis une étude un peu plus récente, montre effectivement, quand on compare des patients déprimés et des témoins, eh bien oui, on a une augmentation d'un marqueur inflammatoire qui est effectivement la CRP. Vous savez, c'est une protéine synthétisée par le foie en réponse justement à des signaux inflammatoires et notamment l'interleukine 6. Et on voit que dans les deux articles, on a une augmentation, en tout cas, de cette concentration de CRP sans modification de la distribution. Parce que vous voyez, sur l'étude de droite, c'était l'intervalle interquartile. Mais en tout cas, on a une augmentation de ce marqueur inflammatoire. Puis on peut aussi doser des cytokines. Vous savez, c'est des protéines qui sont synthétisées par les cellules immunitaires, protéines solubles de bas poids moléculaire, et on s'aperçoit que la plupart des cytokines, qu'elles soient anti- et pro-inflammatoires, sont augmentées chez les patients déprimés comparé au contrôle. On a une augmentation de l'interleukine bêta, l'interleukine 6, le TNF-alpha, l'interféron gamma, et également de cytokines anti-inflammatoires, l'antagoniste endogène du récepteur à l'interleukine bêta, l'interleukine 10. Donc, première question, oui, on voit bien que la dépression est associée en tout cas à un état d'inflammation. La deuxième question qui se cache aussi derrière, c'est est-ce que finalement l'inflammation participe-t-elle justement à la résistance et notamment à la résistance aux antidépresseurs? Donc on va reprendre la CRP puis les cytokines. La CRP, justement, Sam Chamberlain du King's College avait été regardé, on dose la CRP, puis on va regarder justement si les patients vont répondre ou pas justement au traitement antidépresseur. Et on s'aperçoit justement chez les patients déprimés qui ne répondent pas du tout au traitement antidépresseur, on s'aperçoit que les concentrations préthérapeutiques de CRP sont clairement plus élevées que les témoins. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Puis ensuite, on peut aussi regarder d'autres marqueurs inflammatoires, le TNF-alpha, l'interleukine 6, le sous-type 2 du récepteur soluble du TNF-alpha. Et vous voyez, il y a marqué 0, 1, 2, 3. Alors en fait, 0, c'est des patients qui n'ont pas répondu, mais en fait, ils n'ont pas répondu parce que le traitement n'a pas été correctement prescrit. 1, c'est échec d'une première ligne de traitement. 2, 3 lignes successives de traitement. 3 lignes de traitement. Et on s'aperçoit que l'ensemble des marqueurs inflammatoires suscités, en fait, sont clairement augmentés dès lors que vous n'avez pas répondu à 3 lignes de traitement versus 1 ou 0. Bien évidemment, c'est les patients qui n'ont pas répondu parce qu'ils n'étaient pas correctement traités. Donc oui, l'inflammation expose effectivement un risque de résistance thérapeutique et notamment de résistance aux antidépresseurs. Donc bien évidemment, maintenant, on peut commencer justement par savoir justement est-ce que les traitements anti-inflammatoires sont potentiellement intéressants justement à la prise en charge de la dépression résistante. Et un des premiers qui avait été utilisé, c'est le celecoxib. C'est un anti-COX-2. Il bloque la transformation d'un enzyme inductif qu'on appelle COX-2, qui est exprimé par les cellules du système immunitaire, qui transforme en fait l'acide arachidonique en prostaglandine pro-inflammatoire, et notamment la prostaglandine PGE2. Et d'ailleurs, dans une vieille étude, quand vous regardez, on observe justement chez les patients déprimés, quand on compare Major Depression versus Controls, vous observez que effectivement les concentrations de PGE2 de cette prostaglandine pro-inflammatoire sont clairement plus élevées chez les patients déprimés. Et d'ailleurs, voilà une des études. Évidemment, dans le temps qu'ils étaient impartis, je ne veux pas les reprendre toutes. Chez les patients qui n'ont pas bien répondu justement à la fluoxétine, certains vont recevoir en sus le celecoxib, d'autres le placebo. Et on a un effet très clair, effectivement, du celecoxib, justement, quand on regarde les scores de dépression. Néanmoins, toutes les études, là, ne sont pas positives. Regardez celle de Bernard Bonn, publiée en 2021 dans l'European Journal of Psychopharmacology. Vous observez, voilà, quand on utilise le celecoxib avec la fluoxétine versus placebo, il n'y a aucune différence. Donc on voit bien que finalement, probablement, ces résultats à la fois positifs ou négatifs laissent apparaître que peut-être, justement, il faut stratifier, il faut commencer à penser, le celecoxib ne marche pas chez tous les patients, il faut cibler justement les patients chez lesquels il est susceptible de marcher. Et justement,
si on regarde un petit peu, on sait que l'inflammation va activer, et on y travaille beaucoup justement au laboratoire, cette voie enzymatique qu'on appelle l'indolamine de 3-dioxygénase. C'est en fait une enzyme inductive qui n'est pas du tout exprimée en situation physiologique normale. Elle est principalement en contexte inflammatoire, avec une distribution qui est ubiquitaire, à la fois en périphérie et au niveau du système nerveux central. Et on peut doser l'activité de cette enzyme, parce qu'on sait que cette enzyme transforme le tryptophane, donc acide aminé essentiel, en kynurénine, avec l'activation de la voie de la kynurénine, que je ne vais pas détailler, mais on peut mesurer tout à fait en périphérie l'activité de cette enzyme par le rapport kynurénine sur tryptophane. Effectivement, plus elle est active, plus ce rapport kynurénine sur tryptophane va être élevé. Et justement, Crowther regardait ceux qui vont répondre au célicoxib versus ceux qui ne vont pas répondre au célicoxib. Eh bien, ceux qui vont répondre au célicoxib, ce sont justement ceux qui montrent une plus grande activité idéaux comparé justement à ceux qui ne vont pas répondre. On peut aussi regarder le niveau d'activation microgliale, et notamment on sait que la microglie, c'est le macrophage du système nerveux central, et bien évidemment cette activation microgliale est initiée et amplifiée justement par les cytokines périphériques qui passent la barrière hémato-encéphalique. Et on peut utiliser ce qu'on appelle la TEP, la tomographie par émission de positrons, et on va marquer ce qu'on appelle la protéine TSPO, qui est exprimée au niveau de la membrane externe justement des mitochondries des cellules microgliales. En fait, cette protéine TSPO, c'est celle qui permet toute la stéroïdogénèse, c'est celle qui permet justement le transfert intramitochondrial du cholestérol avant justement sa transformation en préninolone. Mais on ne va pas rentrer dans le détail de la stéroïdogénèse. Néanmoins, c'est une protéine extrêmement intéressante et on s'aperçoit justement, quand on regarde l'efficacité du célicoxib, il faut quand même avoir un certain niveau d'activation microgliale, à la fois au niveau du cortex préfrontal ou singulaire antérieur, justement pour observer une efficacité justement du célicoxib, que l'on regarde effectivement la diminution brute des scores ou le pourcentage de réduction justement des scores. Donc ça, c'est vraiment un point important. Vous voyez, il faut quand même probablement stratifier, utiliser un certain nombre de marqueurs qui relèvent par exemple en périphérie l'activité idéaux ou même le marquage de la protéine TSPO à l'aide de la TEP. On peut aussi regarder l'infliximab, on peut utiliser les anticorps monoclonaux et notamment Charles Raison du groupe d'Andy Miller à Atlanta a utilisé l'infliximab, qui est un anticorps monoclonal qui va neutraliser les effets du TNF-alpha, qui est une cytokine pro-inflammatoire d'origine macrophagique. Oui, l'infliximab, ça marche très bien, mais vous voyez, ça ne marche pas chez tout le monde, puisqu'on voit que ça marche surtout chez les patients qui vont avoir de l'inflammation, donc une CRP ultrasensible supérieure à 5 mg par litre. Mais à l'inverse, vous voyez, vous n'avez aucune efficacité de l'infliximab dès lors qu'il y a peu ou pas d'inflammation. Et sur la figure du bas, vous voyez qu'en fait, vous avez un chiffre de la réponse justement à l'infliximab qui va du placebo vers justement l'infliximab avec l'augmentation progressive des concentrations de CRP. L'aminocycline, c'est une tétracycline, c'est un antibiotique qui a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Et ils ont été regardés, là il y avait 3 études publiées déjà sur l'utilisation de l'aminocycline, 200 mg 6 semaines, toujours en complément des antidépresseurs, pas en monothérapie. Et on voit sur la figure du haut qu'on a effectivement une efficacité de l'aminocycline versus le placebo, sans effets secondaires majeurs. Néanmoins, quand vous regardez une publication, là encore, vous voyez, vous avez des effets positifs et des effets négatifs. Quand vous regardez la publication publiée par Man Rengen dans le JAMA l'année dernière, JAMA Psychiatrie, vous observez aucun effet justement de l'aminocycline, toujours en complément des antidépresseurs versus placebo. Que vous regardiez les scores à l'échelle dépression d'Hamilton, de MADRS en haut, d'échelle dépression d'Hamilton à 17 items, quand vous regardiez au milieu la réduction des scores, ou même quand vous utilisez un auto-questionnaire justement pour évaluer, c'est le patient qui évalue lui-même sa symptomatologie dépressive, aucune efficacité. Mais quand on regarde de nouveau dans la littérature, on regarde justement le papier Nettis qui fait partie effectivement du groupe de Carmine Parian au King's College, vous apercevez que l'aminocycline, oui, elle peut être efficace, mais pas non plus encore chez tous les patients. Quand on n'a peu ou pas d'inflammation, CRP moins minocycline, donc il y a une CRP qui est inférieure à 3 mg par litre, il n'y a aucune efficacité de l'aminocycline, elle ne va se montrer véritablement efficace qu'à partir du moment où on a justement une augmentation des marqueurs inflammatoires, notamment la CRP, et une CRP supérieure à 3 mg par litre. Donc vous voyez que ces études positives ou négatives, oui, il y a des études positives ou négatives parce que justement, on ne prescrit pas non plus ces traitements anti-inflammatoires à tous les patients et à n'importe quel patient.
les oméga-3. J'ai été briefé justement par Sophie il y a quelques jours justement sur les oméga-3, parce que Sophie Laillé, dans notre laboratoire, qui est l'ancienne directrice de notre laboratoire, travaille justement beaucoup sur les oméga-3, une vraiment très très grande expertise justement dans le domaine des oméga-3. Et donc effectivement les oméga-3 et le PADHA sont synthétisés à partir de l'acide linolénique. L'acide linolénique ne peut pas être synthétisé au niveau de notre organisme, donc l'apport ne peut être effectivement qu'exogène. On a effectivement le matériel au niveau hépatique pour justement la formation de PADHA, mais néanmoins, le passage de la barrière, il n'y a que 10% de PADHA qui vont justement atteindre notre cerveau, d'où l'importance justement de ces supplémentations en utilisant, et je suis maintenant assez régulièrement justement, je mange régulièrement justement des sardines qui m'ont été recommandées en arrivant justement au laboratoire. Ces EPA-DHA ont des propriétés justement anti-inflammatoires, justement via les résolvines. Donc le PA c'est la E-Series et le DHA, la D-Series. Et néanmoins, quand on regarde papier publié par Rapaport, il y a quelques années, donc 8 semaines de traitement par oméga-3, donc il compare l'efficacité de l'EPA et donc un peu plus de 1000 mg versus DHA, on s'aperçoit que l'EPA va surtout marcher, et vous voyez que vous avez une plus grande réduction justement des scores de dépression à partir du moment où vous avez une augmentation de certains marqueurs immunométaboliques. Vous voyez que là, on n'est plus sur la CRP, on est sur une combinaison de marqueurs qui associe la CRP, l'interleukine 6, l'antagoniste endogène du récepteur l'interleukine bêta, la leptine, l'adiponectine, qui est une adipokine anti-apoptotique, anti-inflammatoire, et on s'aperçoit que l'EPA va être véritablement plus efficace, et on le voit, que le placebo ou encore que le DHA, vraiment dès lors qu'on a une augmentation de 4 voire les 5 marqueurs. Donc vraiment dans un contexte, je dirais, immunométabolique tout à fait spécifique. À l'inverse, quand on regarde quand il n'y a aucun de ces marqueurs justement n'est augmenté, justement, l'EPA n'a pas du tout d'efficacité et même elle se montre même moins efficace que le placebo ou même que le DHA. Encore qu'il n'y ait aucune différence entre DHA et placebo dans cet article. Donc tout c'est pour vous dire, vous voyez, là encore, les oméga-3, il y a eu beaucoup d'études positives, beaucoup d'études négatives. Alors pour certaines concernant effectivement les doses de PA, pour certains la combinaison avec le DHA, parce qu'il faut effectivement quand on prescrit la combinaison EPA-DHA, il faut une concentration de PA sur le double de celle du DHA. Bon, il y a eu effectivement une grande problématique autour des doses de PA utilisées, mais on s'aperçoit aussi qu'il faut quand même vraiment cibler effectivement les bons patients pour ces traitements. Alors tout ceci pour conclure, effectivement, il s'agit d'interventions très courtes et succinctes. Oui, les agents anti-inflammatoires, anticytokines et immunomodulateurs, oui, ont un avenir dans la prise en charge des troubles psychiatriques, et notamment, effectivement, sachant qu'en plus, cette inflammation participe à la résistance au traitement standard. La question qui se pose, oui, mais leur utilisation, sans quand même nécessiter justement l'identification de biomarqueurs valides, et une stratégie de stratification, c'est d'ailleurs l'objectif de la médecine de précision. Et j'appelle maintenant immédiatement Marion, justement, pour répondre à cette question, c'est-à-dire quelle stratégie et finalement pour quel biomarqueur. Question extrêmement simple, bien évidemment. Je te remercie. Merci Bruno. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, je vais essayer en 15 minutes de répondre à la question posée par Bruno et je vais essayer de vous convaincre que la psychiatrie de précision, c'est possible, c'est maintenant et c'est possible en utilisant l'immunopsychiatrie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire médecine de précision? Vous savez tous qu'on est au début des soldes, au Palais des Congrès, et donc j'ai bien sûr filé la métaphore des vêtements pour vous proposer l'idée qu'aujourd'hui, on fait de la psychiatrie en utilisant à peu près tous les mêmes vêtements pour tout le monde, quelle que soit leur taille. Et l'objectif de la médecine de précision, c'est de passer à la haute couture, à la française, ce qui, moi, m'intéresse bien sûr beaucoup plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément, si on ne file pas la métaphore des vêtements? C'est qu'aujourd'hui, on utilise pour nos patients psychotiques des antipsychotiques, pour les patients déprimés des antidépresseurs, bien sûr avec des stratégies qui sont basées sur la médecine des preuves, mais l'objectif de la médecine de précision, comme on l'a fait ou comme on le fait en ce moment en cancérologie par exemple, c'est de trouver des stratégies thérapeutiques qui sont basées sur des mécanismes et qui s'adressent à des sous-groupes de patients homogènes qui sont définis par des patterns cliniques spécifiques et par des signatures biologiques spécifiques. Pourquoi l'immunopsychiatrie est le bon client pour démarrer
ce type de stratégie thérapeutique. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vrai que l'immunopsychiatrie se prête particulièrement bien à la médecine de précision en psychiatrie, parce qu'on a fait depuis ces 10 dernières années énormément de progrès dans ce domaine, et qu'on a en particulier identifié les mécanismes, identifié des biomarqueurs, et qu'on commence à avoir des sous-groupes homogènes de patients et des stratégies thérapeutiques. Cette diapo, elle vous résume à peu près 10-15 ans de travail, au cours desquels nous, au laboratoire à Henri-Mondor, mais bien sûr beaucoup d'autres équipes au plan international, ont contribué à montrer que les maladies mentales, en particulier 40% des patients avec ces maladies mentales, sont porteurs dans le sang, dans le cerveau, au niveau de l'intestin, de toute une série de marqueurs de l'inflammation qui définissent ce qu'on appelle l'inflammation de bas niveau, qui est une inflammation chronique, qui n'est pas l'inflammation qu'on observe dans des maladies très sévèrement inflammatoires ou très infectieuses en phase aiguë, et qui est la conséquence de l'interaction entre toute une série de facteurs de risques environnementaux qui vont survenir tout au long de la vie de nos patients. Et il s'agit des infections, de la pollution, du fait de vivre en ville, des stress ou des traumatismes sévères, de la migration ou du style de vie. Et on a entendu tout à l'heure Félix et Jacques nous parler de l'alimentation et de son importance. C'est un très bon exemple de ce sujet. Et ces facteurs de risque environnementaux, ils ne vont pas avoir le même impact chez tout le monde, et ils ont un impact différent en fonction du terrain génétique, et en particulier du terrain immunogénétique que nous avons, qui vont nous permettre d'être résilients ou pas face à ces facteurs de risque environnementaux. Et on a montré qu'il y a toute une série de facteurs de variants génétiques qui font qu'on se défend plus ou moins bien face à ces facteurs de risque environnementaux. Et quand on ne se défend pas bien, on fabrique de l'inflammation de bas niveau. Et cette inflammation, à son tour, va activer toute une série de voies biologiques, comme les psychoses auto-immunes, comme l'activation de rétrovirus humains endogènes, comme les anomalies métaboliques, comme les anomalies cerveau-intestin. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement on sait caractériser les patients, mais on a des stratégies thérapeutiques qui sont disponibles et qu'on peut utiliser. Alors pour vous essayer de vous convaincre dans les 12 minutes qui me restent, je vais vous donner différents exemples pour vous montrer qu'on peut, à l'aide de l'immunopsychiatrie, premièrement prédire, deuxièmement prévenir et troisièmement stratifier. Premier exemple, prédire. On part de diapositives que vous avez sûrement très souvent vues, qui ont été un grand résultat du groupe qui s'appelle le PGC, qui est un groupe international dont les équipes françaises font partie et qui a rassemblé toutes les données génétiques de très grand nombre d'études génétiques en rassemblant des cohortes énormes. Et ces cohortes énormes ont montré un pic que vous voyez là, à la fois dans la schizophrénie et dans le trouble bipolaire. Ce pic, il est situé sur le bras court du chromosome 6, et sur le bras court du chromosome 6, il y a un système immunogénétique, qui est le système préféré de nos amis immunologistes, qui est le système HLA. Et donc, une fois qu'on a ce système HLA, l'important, c'est d'essayer de préciser l'haplotype ou les gènes qui sont plus souvent retrouvés chez nos patients. Et pourquoi ce système HLA est aussi important? Parce que c'est un système qui est impliqué dans le neurodéveloppement, qui est impliqué dans l'inflammation, qui est impliqué dans la réponse aux infections et qui est aussi impliqué dans le déclenchement de maladies auto-immunes. Et je vous donne juste un exemple de comment on peut utiliser les résultats qu'on a obtenus dans le système HLA, qui est une étude qui a été réalisée par une de nos étudiantes en thèse, qui est peut-être là aujourd'hui, qui est Laura Lombardi, et qui a utilisé là aussi un grand consortium international qui s'appelle ConLitGen, qui a réuni toutes les données génétiques de patients bipolaires qui sont bons ou mauvais répondeurs au lithium. Et elle a fait une imputation HLA pour essayer de préciser dans ces énormes bases de données les haplotypes qui sont retrouvés chez les patients bipolaires bons ou mauvais répondeurs au lithium. Et on a retrouvé et publié que la mauvaise réponse au lithium était associée à un haplotype particulier qui avait des propriétés anti-inflammatoires qui, très probablement, empêchent le lithium d'avoir son action anti-inflammatoire. Deuxième exemple, est-ce qu'on peut utiliser l'immunopsychiatrie pour prévenir, et pour prévenir en particulier l'action des facteurs de risque environnementaux dont je vous ai parlé tout à l'heure? Donc on sait de mieux en mieux caractériser les facteurs de risque environnementaux qui sont associés à une augmentation du risque de psychose ou du risque de troubles bipolaires. Il s'agit des complications obstétricales, des infections, des traumatismes, de la consommation de cannabis, de la saisonnalité des naissances, de la pauvreté, de la migration et de l'urbanicité. Et un très grand nombre de ces facteurs agissent parce qu'ils déclenchent une inflammation. Alors comment est-ce qu'on peut tenir compte de ces facteurs pour prévenir? Eh bien essentiellement parce qu'on est aujourd'hui capable de comprendre le terrain génétique qui nous rend vulnérables ou pas à ces facteurs de risque environnementaux. Et si on suit les réponses du système immunitaire quand il y a une infection, on a testé avec Riyad Tammouza, qui doit être là aussi aujourd'hui, toute une série de variants génétiques qui font qu'on répond bien ou mal à une infection.
La première étape de cette réponse, c'est ce qu'on appelle l'immunité innée. Et là, on a montré qu'il y a un certain nombre de variants des récepteurs, des gènes des récepteurs qui sont associés à la réponse immédiate aux infections, qui sont modifiés chez les patients et qui entraînent une mauvaise réponse à l'infection. Deuxième système qui entre en jeu, c'est l'arrêt de l'inflammation qui peut être observé. Et on montre là aussi qu'il y a des modifications, par exemple, de l'ADN mitochondrial qui empêchent l'arrêt de cette inflammation. Et puis, troisième player dans le jeu, c'est le système HLA, où là aussi, il y a toute une série d'haplotypes qui sont associés à une mauvaise réponse à tous ces éléments. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser tous ces éléments pour, pareil, stratifier ? Eh bien, on est tout au début de la médecine de précision en psychiatrie, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre d'exemples où la littérature, ou les données qu'on a obtenues aussi en France, permet d'identifier des sous-groupes homogènes qui sont basés soit sur les données cliniques, soit sur les données biologiques, soit les deux. Prenons l'exemple de l'anédonie. Et quand on étudie l'anédonie, on s'aperçoit qu'il y a une association à l'anédonie de toute une série de symptômes cliniques qui ressemblent beaucoup à ce qu'on appelle le comportement de maladie, c'est-à-dire ce qu'on ressent quand on a la grippe, par exemple, ou bien à ce qu'on appelle la dépression anédonique, ou même les symptômes négatifs dans la schizophrénie, où on observe une dimension qui est donc transnosographique et qui associe l'anédonie, l'anergie, le retrait social, la fatigue, le ralentissement psychomoteur, le dysfonctionnement du traitement de ces récompenses. Et l'ensemble de ces symptômes ou de ces dimensions est associé à un certain nombre de biomarqueurs sanguins et cellulaires qui sont un des marqueurs de l'inflammation, l'élévation d'un certain nombre de marqueurs comme la CRP, l'IL6 ou le TNF-alpha, mais aussi l'anomalie des cellules immunitaires, l'association à des variants ou des haplotypes immunogénétiques, et puis aussi des anomalies en imagerie cérébrale et en particulier la diminution de la connectivité fonctionnelle en IRM fonctionnel dans les circuits de la récompense. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toute une série d'essais cliniques, Bruno Wieserat en a parlé tout à l'heure dans la dépression, qui testent toute une série de médicaments qui sont déjà sur le marché, donc qui peuvent être à la fois des agonistes dopaminergiques, mais aussi des inhibiteurs, des anti-inflammatoires, toute une série de molécules qui ciblent cette voie, qui ciblent ce sous-groupe de patients et qui finalement arrêtent de parler de dépression ou de schizophrénie pour cibler ces dimensions, cibler ces nouvelles signatures biologiques et du coup démarrer ce qu'on appelle la médecine de précision. Pareil, quand on essaye de travailler sur le métabolisme, vous savez qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la psychiatrie métabolique, sur lequel travaille beaucoup l'équipe de Lucille Capuron et de Sophie Laillé à Bordeaux, est une des grandes découvertes de ces dernières années. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, là aussi de manière transnosographique, transdiagnostique, qu'il y a toute une série d'anomalies cliniques qui sont l'augmentation de l'appétit, l'hypersomnie, la fatigue, le manque d'énergie, qui sont associés là aussi à des biomarqueurs, qui sont de nouveau les marqueurs de l'inflammation, mais aussi l'insuline, la résistance à l'insuline et l'élévation de la leptine, et puis au syndrome métabolique. Et là aussi, il y a toute une série d'essais cliniques, de nouveau ciblant ces sous-groupes particuliers de patients et associant donc des stratégies thérapeutiques. Alors, on a entendu parler tout à l'heure du régime alimentaire et en particulier du régime méditerranéen. Il y a bien sûr toute une série d'essais avec l'activité physique qui montre aussi une diminution des marqueurs de l'inflammation, associés ou non à toute une série de médicaments qui sont classiquement utilisés en médecine, comme la metformine, les statines et bien d'autres qui sont en cours de développer. Et puis on peut aussi tout simplement cibler l'inflammation. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien définir ce que c'est qu'un patient avec de l'inflammation. En général, on parle de la CRP. On ne sait pas très bien quel est le seuil. Est-ce que c'est le même seuil que pour les autres maladies inflammatoires? Il y a beaucoup d'autres marqueurs élevés de façon là aussi transnosographique. Encore une fois, pas chez tous les patients. C'est à peu près 40% des patients qui sont porteurs de cette inflammation et qui sont associés à différentes pathologies psychiatriques et plus souvent à ceux qui sont résistants à nos traitements psychotropes et associés à un déclin cognitif. Et là aussi, et c'est de nouveau l'équipe de nos collègues australiens qui ont été les pionniers et les leaders dans la démonstration de l'efficacité, par exemple, de la N-acétylcystéine ou de la minocycline. Et comme Bruno vous l'a dit tout à l'heure, spécifiquement chez les sous-groupes qui sont inflammés, c'est-à-dire que ça n'est pas pour tous les patients, c'est pour les sous-groupes qui sont précisément inflammés. Alors, autre exemple qui vient aussi de la maison Bordeaux, nous avons beaucoup collaboré avec Laurent Groc pour identifier une nouvelle forme clinique de maladie qui s'appelle les psychoses auto-immunes. Alors, c'est en fait pas que les psychoses, c'est aussi certains patients bipolaires qui sont porteurs de marqueurs biologiques spécifiques, qui sont des auto-anticorps dirigés contre des récepteurs cérébraux, et la liste s'allonge, il y en a de plus en plus, pour lequel on a pu démontrer le mécanisme spécifique d'action qui est différent de celle des encéphalites. Et c'est des marqueurs qu'on retrouve dans le sang et pas dans le liquide céphalorachidien, qui sont associés à des
caractéristiques cliniques particulières, mais qui ne sont pas associées à un diagnostic. Donc, de nouveau, c'est transnosographique et tous ces éléments remettent en question la nosographie psychiatrique traditionnelle. Et de nouveau, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toute une série de stratégies thérapeutiques qui vont être testées dans un PHRC qui s'appelle Team des pistes, qu'on va enfin démarrer à l'automne prochain, qui vont permettre de tester chez des patients porteurs de ces auto-anticorps l'efficacité de traitements anti-inflammatoires, rituximab et immunoglobulines. Et pour conclure, je crois que j'ai encore 2 secondes et demie pour vous donner une autre bonne nouvelle, c'est que non seulement on est sur la voie de la médecine de précision en psychiatrie, mais en plus, pour une fois, on a les moyens. On a obtenu un certain nombre de très gros appels d'offres dans le cadre de France 2030, l'année dernière et cette année. Cet exemple-là, c'est le programme projet qu'on a été la seule discipline médicale à obtenir en juillet 2022, qui nous permet de déployer au plan national et avec tous ceux que ça intéresse la médecine de précision en psychiatrie, avec un budget de 80 millions sur les 5 ans à venir, et que j'ai l'honneur de coordonner. Et je vous raconte très vite le projet, qui vraiment est là pour animer la recherche en psychiatrie de précision sur l'ensemble du territoire, et qui va avoir pour objet, premièrement, de continuer le travail qu'on fait avec les différentes équipes des centres experts de la Fondation fondamentale et du RHU Psycaire pour identifier une très grande cohorte de patients qui vont être caractérisés très finement et sur le plan clinique et en imagerie et sur le plan biologique pour continuer à identifier des sous-groupes homogènes de patients. Work Package 2 et ses précliniques, études précliniques chez l'animal pour essayer de comprendre l'impact et le mécanisme physiopathologique derrière ces formes cliniques et ces biomarqueurs. Work Package 3, comment est-ce qu'on peut mettre en place des essais cliniques qui ciblent les mécanismes, qui ciblent des sous-groupes spécifiques. Work Package 4, comment est-ce qu'on va développer de nouveaux secteurs biomédicaux pour cette médecine de précision en psychiatrie. Et puis Work Package 5, comment est-ce qu'on va partager toutes ces nouvelles informations avec les jeunes, avec les moins jeunes, avec aussi les patients qu'il faut qu'on informe de ces découvertes, bien sûr avec les décideurs pour essayer de lancer toute une série d'actions d'information et de formation. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de votre attention et on est bien sûr disponible pour répondre à vos questions.